Benvingudes, benvinguts a aquesta edició de primavera de les lliçons Ferrater Mora. N'hem fet de lliçons Ferrater Mora des de fa anys. El 1989 va ser la primera tanda de sessions, per tant fa 24 anys que organitzem aquestes lliçons Ferrater Mora i us haig de dir que n'hem fet, ara ja ho podem dir així, n'hem fet en diferents formats. Normalment, habitualment, eren presencialment, potser alguns de vosaltres ja hi heu assistit, han estat presencialment in situ aquí a la Facultat de Lletres i en aquest format habitual. Fa 3 anys, per culpa de la pandèmia, Judith Butler vam haver de fer-les exclusivament online. Avui inaugurem un tercer format, que és el format híbrid entre presencial, la gent que sou aquí, i la gent que és en un altre lloc, en aquest cas des de París. Us agraeixo a tots vosaltres la presència i abans de començar seré molt breu. Jo simplement deixeu-me que faci un parell de comentaris de caràcter logístic organitzatiu perquè ens aclarim. Hi ha traducció simultània per si algú necessita. Això vol dir que us podeu connectar a través d'un aparell, a través de l'ordinador o a través del mòbil, el Zoom d'aquesta videoconferència i heu de seleccionar l'idioma en què voleu sentir. Si ho feu, només us volia demanar que ho feu amb un volum que us permeti entendre-us, que sentir el que diu i que no el poseu molt alt perquè la persona que tingueu al costat no es molesti. Això és una primera. Una segona cosa és que, atès que ho fem amb aquest format de videoconferència, no hi haurà la pausa habitual que fem de cafè i després el debat, ho farem tot seguit. Per tant, hi haurà la sessió, la conferència i a continuació el debat. I abans de cedir la paraula a l'Ingrid, deixeu-me que faci els obligats agraïments. En primer lloc, a la doctora Ingrid Guardiola. Va ser ella qui es va acostar a la càtedra amb la genial idea de convidar Hélène Cixous i és ella qui tira endavant amb una gran empenta i amb molt de criteri, em penso, el projecte de Bòlit, Centre d'Art Contemporani de Girona. En segon lloc, a la doctora Marta Segarra, professora de la Universitat de Barcelona i actualment també directora de recerca en el Laboratori d'Estudis de Gènere i Sexe del Centre Nacional de Recerca Científica a París, que ens acompanya des de París, com veureu a continuació. En tercer lloc, el meu agraïment a la doctora Maria Josepa Balzac, professora d'Art i directora de la Càtedra d'Art i Cultura Contemporània de l'UDG, que s'afegeix a aquest seminari, sobretot a partir de demà. Ingrid, Marta, Maria Josep, moltes gràcies. I finalment, és clar, el meu agraïment més evident i elemental és a la professora Cixous. Professeur Cixous, nous vous remercions d'avoir accepté notre invitation et c'est un véritable honneur et un immense plaisir de vous recevoir en tant que conférencier invité à la chaire Ferrater Mora. Nos lieux sont éloignés, nous ne sommes pas physiquement proches, mais je vous assure que nous vous écouterons avec beaucoup d'intérêt et, si je puis dire comme ça, avec une attention monstruosa. Alors, je passo la paraula a l'Ingrid. Jo seré encara més breu perquè tinc moltes ganes d'escoltar la lliçó d'avui. Jo també li he de donar les gràcies a la càtedra, en especial a en Vergés, a en Joan, a en Ramon, a tot l'equip de la càtedra, evidentment a la Pepa també per haver acceptat participar d'aquestes sessions, perquè sense la seva complicitat això no seria possible. No és la primera acció conjunta que fem amb la càtedra i esperem que no sigui l'última. Per tant, llarga vida aquests tàndems que el que fan és fructificar processos de recerca i creació. Això és que la universitat surti una mica de les seves parets i trasbassi als carrers i al teixit social és importantíssim. Llavors, evidentment, també moltes gràcies a la Marta Segarra i a l'Hélène Cixous que ens estan a París, una mica com allò que deia Chantal Akerman a l'última pel·lícula No Home Movie, quan fa una videoconferència a la seva mare i li diu et truco per demostrar que ja no hi ha distàncies en el món. Això té un punt lacònic, però també té una part molt bonica, que és que ens permet connectar amb persones amb qui no podríem fer-ho d'altra manera.
Llavors, simplement recordar el marc general de les lliçons, que és que entra en diàleg amb l'exposició actual que hi ha al Bòlit, que precisament porta per títol 3 frases que estan extretes del Riure de la Medusa d'Hélène Cixous. És el meu cos coneix cants inaudits, la carn diu ver, soc carn espaiosa que canta. Quan li vaig proposar a la Marta, li vaig dir... la Marta va proposar aquestes 3 frases i me les va ensenyar. Diu, home, podem agafar alguna d'elles? I vam decidir que les agafaríem totes. També és un títol monstruós, en el sentit que és un títol poc normal, és a dir, no s'entreveu el tema, no és un eslògan, funciona més aviat com una sentència poètica que no necessita de res més que d'ell mateix. Llavors, això ens agradava molt. L'exposició es pot veure fins a finals d'abril en el Bòlit Pou Rodó i en el Bòlit Sant Nicolau. És una exposició que parteix molt, molt, molt de la influència d'Hélène Cixous, per tant, estem contentíssimes de poder estar aquí en aquest moment, aquí i ara. I després, quan acabin les lliçons, a la 1:05, si voleu, si hi ha algú que encara no ha vist l'exposició, us convido a anar plegats a veure-la. Jo ja sé que hi ha unes quantes persones que ja l'han vista, vull dir que no crec que repetiu, però si algú vol venir, hi ha la possibilitat aquesta. Només dir també que són 2 dies, és a dir, que avui arrenquem, però demà continuem en un diàleg amb Pepa Balzac, Marta Segarra i Hélène Cixous, i ara sí que ja passo la paraula a la meva companya d'obra i servei, que és Marta Segarra, que ens introduirà a l'Hélène. Doncs bon dia a tothom. Em sentiu? Perfectament. Perfecte. Doncs jo també seré breu, però perquè és allò que es diu que la convidada no necessita presentació, i en aquest cas és veritat, crec, però així i tot, la veritat és que s'ha de presentar i, per tant, ho faré molt breument. Hélène Cixous va néixer l'any 37 a Oran, que era l'Algèria colonial en aquell moment, en el si d'una família jueva amb arrels sefardites per part del seu pare i askenazis per part de mare, i que reunia orígens molt variats, alemanys, espanyols, txecoslovacs i hongaresos principalment. I, per tant, la seva infància i adolescència van transcórrer a l'Algèria colonial enmig d'una enriquidora barreja de llengües i cultures, però també, evidentment, a causa de la situació colonial, doncs també amb problemes d'exclusió, de violència, perquè, clar, es van trobar per un costat amb les lleis antisemites de Vichy i per altre costat amb el rebuig per part no només dels francesos, els Pieds Noirs, que els consideraven que eren antisemites, sinó també els anomenats àrabs o indígenes, com se'ls anomenava a l'època, que els confonien amb els francesos, amb els Pieds Noirs. I aquesta doble experiència de despossessió i exclusió, que també està simbolitzada per la mort del pare a l'any 48, va deixar una empremta, una ferida, amb les seves paraules, en Hélène Cixous, i es va convertir en un dels motors de la seva creació. I també tota aquesta experiència d'infància la va tornar molt escèptica i contrària fins i tot a tota idea d'identitat estable, sigui identitat personal, o individual o col·lectiva, ja sigui com a dona, com a jueva, com a feminista, entre cometes, cosa que no vol dir que ella no s'hagi compromès políticament per moltes causes, incloses les que van amb aquests adjectius, diríem, no? I això ho ha fet sobretot a través de la seva obra teatral. Però ella, l'obra, diríem, que més coneguda l'ha fet és l'obra de ficció narrativa, que ha rebut grans premis des de l'any 69, en què va rebre el Premi Mèdicis, i que va inaugurar, a finals dels 60, una obra molt particular, molt singular dins de la literatura universal contemporània,
i que avui dia inclou més de 80 volums. O sigui que no en citaré cap perquè seria massa poc representatiu. I el que sí diré és que són també textos que no s'adiuen a cap gènere, no són novel·les. Ella les anomena ficcions, per dir alguna cosa. Però també hi ha una part d'assaig, hi ha molta part de poesia, també es pot considerar que és una poeta, i també hi ha llibres que són més d'assaig, sobretot literari, però també artístic. I bé, això, juntament amb les obres de teatre que ha escrit i que ha treballat amb el Teatre du Soleil, perquè ella participa en tot el procés de creació i de posada en escena, doncs tot això fa que la seva creació sigui realment intergenèrica, multigenèrica i molt difícil de classificar. Per les seves ficcions, repeteixo, que constitueixen la part més important i més extensa de la seva obra, també tenen la característica que treballen a la llengua francesa d'una manera única. Però ella diria que no és única perquè és una manera que comparteix amb els grans autors universals, no només francesos, com Shakespeare, o Proust, o Montaigne, o Stendhal, o Clarice Lispector també, o sigui que n'hi ha de contemporànies. Però sobretot ella ha mantingut un llarg diàleg, i això ho veurem en aquest text que avui ens llegirà, amb Jacques Derrida, el filòsof Jacques Derrida, que comparteix, amb qui compartia, vaja, les seves arrels judeo-algerianes i que també com ell reflexiona sobre, també com ella vull dir, reflexiona sobre el que vol dir la judaïtat, la colonialitat, no només en el cas algerià, sinó en general, etc. I només per acabar diré que a les últimes obres, des de fa uns anys, Cixous torna a l'herència materna perquè la seva mare, Ève Cixous, va néixer i va créixer a Osnabrück, que és una ciutat alemanya, i per tant aquests llibres giren entorn de la Shoah, de la seva família materna, que es va veure obligada o bé a exiliar-se o bé que va ser exterminada als camps d'extermini nazis. I això és tot una part última de la seva obra amb la qual està treballant molt. I ja sí que per acabar, molta gent pregunta per què aquest text de Le Chat et le Château, que traduït literalment seria El gat i el castell, vaig proposar jo el títol El ca i el castell. I és perquè és una manera d'apreciar com Hélène Cixous treballa amb la llengua. I per això us adverteixo, els que l'escolteu en francès, que estigueu molt atents i atentes al significant, a la forma de les paraules, a com signifiquen més enllà del referent immediat. Per això, Le Chat et le Château també és el ca i el castell, no només perquè és la primera, com chat i chateau, és una paraula que es combina amb l'altra, però també perquè, com ella diu al text, i hi ha altres textos, els seus gats, o els gats en general, són personatges importants en la seva obra, però també un gos és molt important en la seva obra, el gos Phipps, que va ser el primer de tots els gats, com diu ella. Així que us deixo amb Hélène Cixous i després tindrem l'oportunitat de fer-li preguntes sobre el text, sobre altres textos que hàgim llegit o sobre altres qüestions. Gràcies. Oui, il faut que je le mette. Tu me le mets? Non, c'est bon. Alors, merci pour tout, gracias. Et pardon de ne pas parler cette merveilleuse langue que j'entendais quand j'étais petite fille dans la famille de mon père, où tout le monde était hispanophone, sauf moi, et dont je n'ai gardé qu'un seul mot, le mot dont ma grand-mère paternelle se servait pour m'appeler, et c'était le mot jaqueca. Et moi, j'étais une jaqueca, c'est tout ce que je sais. En vous entendant, en entendant cette langue couler,
je me disais que j'étais exactement comme un chat. J'entends tout, je comprends rien et je comprends tout. Voilà. Mes amis me demandaient, mes amis dans le monde, dans toutes les langues, me parlaient de ce mot bizarre qui est la déconstruction. Par chance, la déconstruction, c'est le même mot. En français, en espagnol, je suis sûre que c'est le même mot. Enfin, voilà. Et en me disant, mais qu'est-ce que c'est la déconstruction et qu'est-ce que c'est que la vie quotidienne de la déconstruction? La vie quotidienne de la déconstruction. Alors, j'ai demandé à mon ami, qu'est-ce que c'est que la vie quotidienne de la déconstruction? La vie quotidienne? Ben, j'étais bien embêtée. Qu'avais-je à dire alors que Montaigne a déjà tout dit? La déconstruction, c'est la vie quotidienne. Son souffle, l'ordinaire extraordinaire, ou monstrueux, comme vous diriez, et vice-versa. Chaque jour, dit un autre Kafka, il s'agit de vivre et de ne pas mourir. Ce n'est pas exactement la même chose. Cela peut s'entendre activement ou passivement. Lorsque Jacques Derrida, l'ami, a écrit, c'était en 2000, enfin écrit « Quand mourir enfin ?» C'est que, comme il en avait assez de mourir chaque jour, il se disait « N'est-il pas temps de vivre à la fin ?» Mais qu'est-ce que ça veut dire à la fin? Tôt le matin, vers 6 heures, il disait « Quoi de neuf ?» Sur ces mots, la déconstruction avait commencé. Le neuf est-il neuf? En quoi est-il neuf? Combien de temps est-il neuf? Tout est toujours plus ou moins neuf que la dernière fois, le temps de vieillir. Que va-t-il nous arriver? Tout n'arrête pas d'arriver, tout ce à quoi on ne s'attendait pas, à quoi on n'aurait jamais pensé, à quoi on n'avait encore jamais pensé. Quoi, par exemple? Par exemple, un chat ou une phrase, une énigme. Pour garder ce qui se passait, pour le garder de passé, je tendais le filet d'un cahier. Quand le chat, amour et douleur infinie, est-elle arrivé? C'était en 1994. Et depuis, je n'imagine pas vivre sans chat. Aussi, je vous propose « Suivons le chat ». Elle nous mène d'un bond en 1995. Que faisions-nous en ces mois? Tous les jours, nous pensions. Tous les jours, nous pensions à penser. Et dès la première heure, nous nous y mettions. Au téléphone, cela, penser, se joue à deux. Chacun de nous deux se demande, donc demande à l'autre, comme le rappelle Jacques Derrida, à quoi penser tant qu'il fait jour? Nous avons des devoirs de pensée en attente, en instance. Et là-dessus, la journée apporte plus d'un sujet inattendu à penser. J'ai dit jouer, c'est là le travail le plus sérieusement humain qui nous attend. Jouer, c'est travailler avec le plaisir de satisfaire un appétit vital, un besoin inquiet. C'est que tous les jours, il nous faut nous mettre à penser le monde et le moi, tous les deux, l'un par et à cause de l'autre. Voilà ce que nous avons pensé environ 14 600 fois, chaque fois unique, mon ami Jacques Derrida et moi, dis-je. 14 610 fois, dit mon fils, avec 10 années bissextiles. Je ne crois pas qu'il y ait eu beaucoup de jours sans communication où jouer à penser, c'est-à-dire penser vers l'autre pensée, penser à la pensée de l'autre, s'exercer à penser, s'aiguiser, s'affûter, se polir, s'apaiser, c'est la vie quotidienne de l'amitié. La lame et l'âme de l'amitié, le fil, le lien qui n'attache pas, qui continue, porte la parole. En tant que puissance de la communication d'âme à âme, l'amitié est l'appareil téléphonique par excellence. Avant le téléphone,
On pouvait téléphoner sans téléphone. Par exemple, ainsi se téléphonaient Montaigne et la Boétie, les amis par excellence. L'amitié s'exprime entre pareils. À 6 heures du matin, on se disait « j'allais t'appeler ». On appelle avant d'appeler. On téléphone avant de prendre l'appareil. La vie marche au téléphone. Avant l'appareil magique, on communiquait par téléphone lent, par courrier, lettres, correspondance, par télépathie. On s'écrivait l'un l'autre, on ensemençait la distance avec des graines de proximité. De nouvelles espèces de mots germaient. Tous les jours ou presque, on se sera écrit par téléphone. Je devrais écrire un rapport sur les conséquences affectives et donc philosophiques de l'évolution technologique de l'appareil sur notre amitié. Par exemple, les changements profonds survenus dans les vies de l'amitié à l'arrivée de la machine à répondre, answering machine. Un lointain passé s'ouvre, soudain, c'est le secret quotidien qui en prend un coup. Le présent immédiat n'est plus assuré. À sa place, un présent conservé mis en boîte, une boîte à répondre. Voilà que la voix se retrouve enfermée dans une cage. Elle reste fraîche pendant un certain temps. Un jour, elle sèche comme une rose. Elle perd son parfum. Elle s'imite. Avec le temps, elle est atteinte par le silence. On dirait de l'eau sèche. Le téléphone est aussi un genre de chat. On l'appelle answer. Bientôt, dit Jacques Derrida, prophétique, on aura le téléphone télévisuel. À l'époque, c'était dans 2000 ans. Dans quelques années, nous, lui et moi, on ne verra pas ça. C'est terrible. On ne pourra plus mentir quand il y aura le téléphone télévisuel. On ne pourra plus dissimuler, traîner en pyjama. Ou au contraire, on traînera. Tu t'es fait au fax, dit-il. Et moi, tu t'es fait au répondeur. Tu sais sans doute, par Benveniste, l'étymologie de ce prince des mots, answer. Answer, c'est la même racine que swear. Il y a dans swear, dans answer, la réponse, il y a le serment. Chaque fois que je décroche le téléphone, sans un mot, je jure, je suis là. Mot. Il n'y a pas que le téléphone et ses nombreux corollaires qui soulèvent la vie de tous les jours. Il y a le surgissement des mots qui volent entre les joueurs de pensée ou les amis cousus, c'est-à-dire Montaigne et la Boétie qui étaient cousus comme ça, battent de leurs ailes, chamarrés, poignées de perles sonores, bijoux intelligents, ils viennent de très loin. Ils ne connaissent pas la fatigue ni la mort. Les amis échangent les mots comme des agneaux, comme des anneaux. Une fois, on m'a envoyé le mot anecdote. Anecdote, déconstruction. À son entrée, anecdote, je vois anecdote rentrer, je la vois habillée de rouge vif et puis blanc, une robe chic. Qu'en dire? Anecdote met une visiteuse aussi étrangère que Syncope. Vous connaissez Syncope? La dame au chapeau orné de plumes et aux longs gants qui venait voir Kafka. Rien n'est anecdotique. Tout signe, fait signe, signifie, insignifie, rien n'insignifie. Tu m'entends, je t'entends. Il n'y a pas de n'insignifiance. Comme dit Joyce, un autre ami, love me, love my umbrella. Tout mène de l'amour au parapluie et vice-versa du parapluie à l'amour. Aime-moi, aime mon parapluie. Qui dit quoi? Oh, la force formidable des phonèmes, des phonèmes, des faux n'aiment, des faunes aiment, des faux. Oh, le rire qui bondit entre les traits du texte, sauvage, même s'il semble si civil. Who? Comment la dire cette syllabe? Who? Je vous raconte une anecdote. Un jour, Louise Bourgeois, la très grande artiste, m'a tiré au téléphone un tel coup de « ho » que j'en ai été renversée à côté de ma chaise, comme un corps mort, comme le raconte Dante dans ses aventures infernales. Ce « ho », c'est toute une histoire. C'était en 2004.
En réalité, bon, je ne vais pas vous la raconter, hein, c'est trop long, la prochaine fois. Alors voici une autre. Who, cette fois-ci je la prends à Joyce. Who, a pale face surrounded by heavy odorous furs. Her movements are shy and nervous. She uses quizzing glasses. Who, yes, a brief syllable, a brief laugh, a brief beat of the eyelids, c'est dans Giacomo Joyce. Qui, un visage entouré de fourrure. Ses mouvements sont timides, nerveux. Elle utilise des lunettes. Si je pouvais demander en ce moment à Jacques Derrida, anecdote. Tu la connais, anecdote? Mais en ce moment, le téléphone à mots est coupé. C'est le matin vers 6 heures que nous nous posions la question qu'est-ce que... Et pourquoi à 6 heures? Pourquoi à 7 heures? Juste avant la fin de la nuit, si riche en secrets, juste au seuil de la caverne, avant l'éblouissement, juste avant, juste au bord, juste au presque, c'est là, sur le fil de la lame de l'entre-instant qu'on se tâtonnait le bout des mots. Comme ceci. Allô? Transcendantal, c'est quoi? Transcendantal? C'est comme néant d'Ertal. C'est Dieu dans Dieu, hors Dieu, plus de Dieu. Ah oui, oui, aujourd'hui on dit transgenre dental. À 6 heures du matin, ni jour ni nuit, ni l'un ni l'autre, on rit. Rire est la façon délicieuse de jouir, de ne pas savoir. À l'heure où l'on se voit par voix, on ouvre les fenêtres et les mondes entrent. Monde et immonde mêlés. Des oiseaux saluent, des guerres éclatent. Je t'avertis que l'Ukraine a explosé. Des sangs coulent, des têtes roulent. Un condamné à mort reçoit sa lettre d'exécution pour 4 heures de l'après-midi. On se dit des mots mobiles, des mots à surprise, des mots chats. Et ce jour-là, ce lundi, c'était le 20 février, ou alors c'était, on est lundi aujourd'hui? On est lundi aujourd'hui. Ce lundi, le 23 mars, ou le 20 février, comme des chatons, les mots sont arrivés, ils sont là. On ne peut pas les chasser. Petites créatures qui ne passent pas, qui se mêlent peu à peu à tous les sangs de l'âme. C'est qu'il y avait destin. Le destin est là bien longtemps avant de se faire reconnaître. Ce jour-là, de l'an 95, disons de l'an 1995, il était arrivé un mot et un chat. Le mot avait son ombre. Le chat était aussi une chatte. Le jour dont je parle aujourd'hui était un jour de mars ou juillet. C'était l'été. Vous qui lisez les livres de Jacques Derrida, vous le reconnaîtrez. C'était l'été du chat et du château. En réalité, prenez un chat et un château. Combinez, agitez, jetez. Le résultat est innombrable. Le chat et le château venaient d'arriver dans nos existences et par suite dans les textes, ou inversement. On ne sait jamais qui cause quoi. C'est un lundi, en français, lundi. Lundi, l'un, c'est Jacques Derrida. Je travaille sur le chat et le château. Dans tout ce que j'ai réécrit sur Blanchot, car sur Maurice Blanchot, on n'écrit pas, on réécrit, le château et le mot demeure ont pris une place extraordinaire. L'autre c'est H.C. Sixou. Et le château, est-ce là un mot ou un chat? Un chat-mot. Il est 6 heures, c'est l'heure des mots. Le château dit, moi, le château, d'abord, castel, casse, depuis le latin, château, je châtre, je coupe, je sépare, je tranche. Tu savais que le château châtre, lundi, c'est Jacques Derrida, mais comment on va traduire ça? En allemand, en espagnol, en catalan? Moi, je ne savais pas, mais ma langue qui sait tout y avait pensé. Et ici, en 95, commença une conversation autour du château adoré, le mien, le château de Montaigne. Un château, dis-je, est une forme de déconstruction non théorisée, impossible de décider à quelle intention il répond,
Doit-il s'ouvrir à l'autre ou le repousser? Un château, imaginez un vrai château, qui sépare qui de quoi ou qui? La tour de Montaigne, sépare-t-elle l'âme de Montaigne du monde ou donne-t-elle sur le monde? Le monde est-il dans la tour? N'est-il pas dans la tour? Selon Pierre Écoème, le père de Montaigne, le château est une armée, une forteresse, un bâtiment de guerre. Il est construit sur l'idée de l'attaque et de l'exclusion. Selon Michel, le fils, notre Montaigne, le même château se défend d'être armé. Au contraire, il s'offre, il se dévait, il ne se défend pas. Le secret de sa force est dans son ouverture à l'autre. Selon Kafka, le château est décidé à être Schloss, fermé, dehors l'étranger, neutre, ou encore bourg, féminin. Le cheval de Montaigne s'appelle Job. La chatte a un nom de jeune femme romaine. Ma chatte de ce lundi, celle qui arrivait, s'appelait Thessalonique. Plus tard, elle s'appellera Philia, aussi Aletheia, ça c'est du grec. Une chatte ne meurt qu'un moment, sitôt partie, elle revient et se transmet. En ce moment, les chattes suivent notre conversation. Chaya est sur, et je crois que Isha est là-haut. Une chatte ne meurt pas. La dernière fois que j'ai vu la chatte de Montaigne, elle s'appelait Balzac. Du temps avait passé. Cet été-là, elle était un chat. On le sait, tout chat est indécidable, la plupart du temps. Mais revenons à ce lundi, c'est-à-dire aujourd'hui. Pourquoi ai-je choisi ce lundi entre tous les lundis? Je ne l'ai pas choisi. Le sort a décidé, le premier lundi qui passe, on lui fait signe. Jacques Derrida ne décidait pas, il répondait aux signes. Il y a de la chance dans le sens. Il y a du sens caché dans la chance. Alors on dit, et comment on va traduire ça en catalan ou en allemand? Comme toujours, hein? Avec difficulté, avec perte, fracas et relèvement. L'heure des mots, c'est toujours aussi l'heure de la traduction. Une tragédie de l'âme, un rite de sacrifice. On coupe, signe, recoue, sépare, recoue, blesse, guérit. J'en dis toujours plus que je ne crois en dire. En moi, la langue parle avant moi, me devance, me dénonce, me transporte par-dessus les siècles. Babel, c'est son nom de chat. Plus tard, dans le texte de Blanchot et Jacques Derrida, plus tard, le château s'éloigne. À sa place demeure le mot demeure. Ce jour-là dont je parle, le mot demeure prend une place extraordinaire dans l'existence et l'histoire de la pensée de Jacques Derrida. Il y a 1000 ans que ce mot de demeure a fait son lit dans le livre de la langue, et depuis, de langue française. Et depuis l'an 1050, le mot reste, s'attarde en vie, ne meurt pas, survit dans l'environ troublant du phénomène de l'attardement. Dans le mot demeure, Derrida fait son nid en français. Il était temps. Il était tard. Le jour de juillet où Jacques Derrida accueille demeure dans son fort intérieur, selon moi, HC, elle, Sixou, ne sait pas qu'il, le mot, elle, la demeure, et leur cortège de signifiants magiques et mélancoliques sont désormais inscrits dans le texte vivant jusqu'à l'ultime, comme dit Kafka. Ne sait pas, mais le sent. La preuve, cette scène, l'apparition de ces mots, demeure dans sa maison d'écriture comme une veilleuse inextinguible. Plus tard, elle apercevra la toile tout entière, telle que les destins l'auront tissée. Ça me donne beaucoup à méditer, beaucoup, ce qui se passe entre elle, la nouvelle chatte, et toi, disait la voix Jacques Derrida. D'un côté, j'ai le sentiment qu'elle devient dans son être, dans son essence même, ce qu'elle doit être selon toi, elle devient. Accordée à toi, un être qui est toi, qui est moi, elle incarne moi, toi, comme si tu l'as sculptée, comme si tu lui donnais ton essence, qu'elle porte naturellement en elle-même. J'ai écouté la voix Jacques Derrida attentivement, comme on observe
un chat parler la langue des signes. À d'autres moments, dit la voix, Jacques Derrida, j'ai l'impression qu'elle est un support de tes projections. Elle qui? Elle, c'est ici la chatte, qui est aussi un chat, qui est une personne. C'est le personnage principal de cette journée naturellement philosophique et de cette conférence naturellement philosophique. Elle donne à penser. Et entre les deux, il y a un mystère. Elle devient ce que tu veux, ce que tu penses d'elle, ce que je veux. Ça ne peut se passer comme ça que parce que ça s'était déjà passé comme ça. Dans cette saison du temps humain, l'enfance, où germent toutes les graines d'avenir, elle a fait son apparition, un synonyme de déconstruction, apparition, déconstruction. Ce qui arrive comme impossible. Je n'en voulais pas, je ne voulais pas de chat, je ne voulais pas, je ne l'ai pas cherché, je ne l'attendais pas. Elle m'est tombée dessus comme l'amour, comme la nuit. J'ai dit non, non, pas de chat. Or, elle était arrivée, déjà arrivée, la chatte, comme un facteur de désordre dans mon système d'hospitalité, comme une langue étrangère, venue déranger ma langue. J'ai dit non, non, pas de chat, pas de chat. Et mon non, non a dit oui. Si je l'ai accepté, le chat, la chatte, c'est quel est le mystère du retour caché sous l'air de l'apparition. C'est une revenante d'amour. Jadis, quand déjà je l'aimais, la chatte, elle était un chien. Elle a remis la mort dans la vie, dans ma vie, la joie qui tremble. La mort, dit-il, Derrida, la possibilité de l'impossible. Elle me menace, elle va la frôler, se frotter contre elle, elle lui échappe. Il est sûr, pense sa voix, qu'entre un chat qui vit avec toi et toi, il ne peut pas ne pas y avoir une sorte de lien. C'est le bon sens même. La vie même, d'amour absolu, je l'aime, je me vis d'elle, la chatte. Le chat, la vie. À partir de là, qu'il y ait coexistence, cohabitation, partage, il y a une richesse affective dont j'ai jamais fait l'expérience, dit Derrida. Shakespeare à l'affaire, dit-il. Il voulait dire Shakespeare. J'expire, j'aspire. Tous les animaux, chat, chien, moi, toi. Ce jour-là, l'article du journal Le Monde dit que nous descendons de l'écureuil. Ah, je le savais, dit-il. En tant que singe qu'il est, Derrida, j'ai toujours eu le culte de l'écureuil. Je cherche nos ancêtres dans les arbres. Je cherche les cygnes, dis-je. Les cygnes sont des singes volant dans les rameaux des phrases. Je vois ta pensée avancer par bonds, haute sur pattes, passant d'un trait de génie de terre à air, et ça les plantant par imagination au bord de la lune, comme celle de Kepler, l'auteur du songe Somnium, comme Montaigne dans sa librairie, ramenant le ciel sous ses pieds à l'aide des amis animaux. Je n'ai jamais autant l'impression de penser que devant l'animal. Jamais je n'ai autant l'impression de danser la pensée, dit Derrida. C'est là que ça se passe, dit Montaigne. Devant un animal, c'est là qu'il faut penser, multi-animalement. C'est entre ma chatte et moi, dit Montaigne, que jaillit l'étincelle. Nous nous entretenons, dit-il, de singerie réciproque. Si j'ai mon heure de commencer ou de refuser, aussi à elle la sienne. Lorsque nous nous téléphonons entre la nuit et le jour, c'est l'heure d'or, celle dont parle Platon avec Montaigne. L'heure où s'appellent et se répondent avec la mort, la vie, avec l'humaine intelligence et sagesse, l'intelligence et sagesse animale. Leçon de chat, de la liberté. Elle s'est sauvée, la chatte. Quand on a marché sur elle, où est la chatte en ce moment? Dans son nid. On ne peut pas la prendre, elle vient, comme toi, comme moi, comme Albertine pour Proust. Elle ne peut que venir de partir. Pour l'aimer, il faut lui laisser une liberté infinie. Mais j'y mets une limite infime
pour entretenir sa vie. Il faut avoir ce qu'on n'a pas. La légèreté. Être tout le temps là et jamais. Veiller à ne pas surveiller. Veiller à veiller. Souvent, quand je pense à la mort, dit Derrida, à la disparition de moi, je me dis, oh, tant qu'il y aura quelques vivants, pour être un moi, c'est comme si je ne mourrais pas. Ce qui me vient à l'esprit, c'est un animal. Tant qu'il y aura un oiseau qui vivra, qui volera, il y aura quelque chose en moi qui continuera de porter la vie que j'ai peur de perdre. Tous les jours, à la minute de la tombée de la lumière, dis-je, une volée d'oiseaux prend le ciel, s'élève, vole de l'être, sauvé comme le vol des grues s'enlève sous les yeux du cœur de Dante au paradis. Ou bien ce sont des anges, c'est pareil. Ce sont des lettres de vie, envoyées depuis des millénaires. La mort ne les arrête jamais. Montaigne dit, il faut être deux pour penser la mort. Chaque fois que je meurs, deux meurent. Quand tu meurs, un moi qui est toi meurt, moi qui suis toi. Quand un de mes moi meurt, il se peut qu'un autre demeure. La première fois, dis-je, moi, j'avais 10 ans. J'ai perdu la vie de mon père. Certaines vies ne font qu'une avec mourir. Certains ne font que mourir toute la vie, toute leur vie. Démourir presque chaque jour, c'est le destin de Kafka. Ou le sort, ou vivre à 2 mois dans la même pièce, dans le même lit. Moi, le grand jeune homme maigre, Kafka, toujours encore jeune, qui fréquente les femmes et la mort. D'aucuns sont nés pour cette cohabitation. Certains sont posthumes. Ils n'ont pas fini. La mort s'est arrêtée avant qu'ils aient fini leur vie. Ce sont des morts manqués ou des condamnés en instance dans un des bureaux de la mort. Hier, dit Derrida, il y avait une conférence de presse du Parlement international des écrivains à propos d'Abou Jamal. Il fallait écrire un texte de 7 à 8 pages tout de suite, en urgence, c'était en 95. Il faut imaginer un condamné à mort aux États-Unis, un noir. Il faut imaginer un couloir souterrain, mal éclairé, un tombeau pour enterrer vivant. Il faut imaginer l'âme de ceux qui descendent vivants chez les prémourants. Ce sont les poètes qui peuvent l'imaginer. En 1829, Hugo, tout jeune, 27 ans, survit et revit le dernier jour d'un condamné à mort. Comme il est jeune lui aussi. Cette année, donc, 94, 95, 1900, est celle d'Abou Jamal. Mais que dis-je, 1994, 95, vous vous en souvenez, c'est l'année du sida. Moi-même, j'écris La ville par jour, c'est l'affaire du sang contaminé. Il y a du virus partout. Il y avait déjà le virus en 95. Le même virus, le nôtre, le corona. Partout, vert, invisible dans les vies. Certains livres sont décidés par un arrêt de mort. Albertine. Elle naît, toujours déjà morte, de la mort d'Alfred Agostinelli. Il y a un rapport étroit entre l'histoire du monde et l'histoire du mortel. Nous sommes otages, nous sommes témoins. Le monde nous envoie des témoins. Nous sommes provoqués, nous répondons. Tout aura commencé à finir pour le personnage principal de ce texte, ce rapport sur la vie quotidienne de la déconstruction, à la date du 20 juillet 44. 20 juillet 44, 1944, ça pourrait être 1844. Bon, 1944. À partir de cet instant, qui est désigné par Maurice Blanchot, dans sa lettre de confidence à Jacques Derrida, comme instant du commencement de mourir, Jacques Derrida n'arrête pas de demeurer, de demeure. Il s'avance, demeurant dans l'instance, dans le suspens, et il ne sait pas qu'il va d'un pas glorieux vers un terme caché, comme dans les Nibelungen, Siegfried, le beau
Siegfried se dirige en étincelant vers une fête magnifique, une noce extraordinaire à laquelle il est promis, comme l'agneau, Isaac, est promis, il ne le sait pas, au sacrifice. Ainsi va-t-on d'une année à l'autre, en triomphant de la mort. C'est tous les jours the triumph of life. On n'a jamais vu, me disais-je, en pensant à Derrida, un héros de la pensée parler si souvent, si quotidiennement de la mort, sauf Kafka. Mourir ma mort, c'est un sujet pour Homère ou Sophocle. Qui sait si Jacques Derrida ne serait pas, sous le voile philosophique, un poète tragique. C'était le vin, un des vins, le 20 février 2020, 21. Je fais un sort anniversaire à ce nombre, 20. 20 en français. 20 n'aura été le chiffre de Jacques Derrida que par partage avec Blanchot. Ces nombres, je n'en parlerai pas ici. Celui-ci, le 20, est le chiffre d'un adoubement d'une alliance jurée entre princes du texte. Le voilà comme sacré, signe d'un goût amusé et sérieux pour la cryptographie dans tous ses états. Après tout, c'est volontairement, et pas seulement au gré de l'inconscient, que notre poète philosophe aura semé des traces cryptées dans toute l'immensité de ses chefs-d'œuvre. C'est un cacheur, il cache. Autrement dit, il garde. Autrement dit, il perd à retrouver. Il s'est joué au poker de sa mère, vous vous en souvenez, dans Circonfession. Tirons le 20 juillet. On est en 95, vous vous souvenez, en 1995. Le 20 juillet 95, il me dit, j'ai reçu une lettre de réflexion sur la brièveté de la vie. À la fin, on me dit, éternel retour, auquel je ne crois pas et auquel j'aimerais tellement croire. Je dis, moi, je commence il y a 36 millions d'années. Oh, c'est un bon début. Dans 20 ans, dis-je dis ça en 95, on en reparlera. D'accord. Le 20 juillet, 20 ans plus tard. Pas le 20, non. Le levain du vin. Tout ça en français. Jacques Derrida ne sait pas en 1995 quand viendra la fin de son monde. Ce sera toujours trop tôt en tout cas. Il espère atteindre l'année 2020. 2020. Il craint de ne pas atteindre le 20 juillet. Il se plaint de la brièveté de la vie. On est toujours l'invité de la mort. On se regarde dans le miroir nous regarde. C'est pas le vieillissement, lent ou régulier, non, c'est le truc brutal qui vient de l'intérieur, ce qu'on appelle la mort, qui fait peur, dit Derrida. Et à ce moment-là, il n'a jamais eu l'air aussi jeune. Le temps et ses mystères le suivent comme son ombre. Un ami lui prête une Swatch qui marche magnifiquement bien. La nuit, on compte les heures. Le jour, on compte les jours, les ans. Les uns vont vite, les autres lentement. Des années durant, on n'aura pas cessé de demeurer en vie. 95, 96, vivant à demeure. On n'a pas cessé de mourir et démourir, de mettre vie à la mort, de demander au mot mort son vrai nom, son synonyme. Quand mourir enfin, c'est dans un livre, lorsque le 20 juillet 2000, la question se pose dans le livre des peines capitales, sur les condamnations à mort, ça fait des années qu'elle volette inlassablement, ça fait des décennies, des siècles, que cette étrange colombe d'angoisse bat des ailes au-dessus d'un long vide désert, fatiguée de la vie mourante, se sentant, sentant, vivre de mourir, de ne pas mourir, sentant la vie se nourrir de ses faims, comme le condamné à mort, celui qui a pour témoin testamentaire Hugo, comme Dostoïevski, comme Kafka, souffrant 1000 morts l'une après l'autre, dans l'instance surtemporelle de mourir. Mourir qui est vivre, comme tout condamné à mourir de mort, vivant sans vie, mourant sans mort, et se demande quand mourir enfin. On philosophe pour apprendre à attendre la réponse. Je me dis que seuls les posthumes, comme moi, ne l'attendent pas. Lui, il dit qu'il posthume. Elle dit qu'il postule.
Tu postules, tu es un candidat, dit-elle. Elle, c'était moi. On joue. T'es un Candide Derrida, Candide. Qu'est-ce qu'il y a dans un nombre? Je suis né le jeudi 12 février 1948 de la mort de mon père. Le 20 janvier 1778, Lenz passa la montagne. Ici commença la splendeur du deuil. Ici commence l'œuvre immense et infinie du si jeune Büchner qui meurt le 20 février 1837. Le 20 février 1995, c'était hier, c'était Pourim. Pourim, la fête juive, la fête des sorts. Assez mourir. Allez, assez mourir. Parlons gâteau. Bon. La déconstruction, ce n'est pas seulement une passante, longue, mince, en grand deuil, douleur majestueuse, fugitive beauté, que l'on ne verra plus que dans l'éternité, ailleurs, trop tard, jamais peut-être, tu la reconnais, telle que Baudelaire suit celle qui fuit et qui sait. Elle est gourmande. Je dis gâteau, mais pas tous, pas des gâteaux insignifiants, non, des gâteaux délicieux, significatifs, initiés, des gâteaux de pavot et de mémoire. Ici, c'est Ceylan, que je cite, des gâteaux au goût qui fascine et fait penser au fait des rescapés, des gâteaux pour se réjouir, comme des poèmes familiers. Les poèmes délicieux, pétris et cuits par nos mères et nos grands-mères pour enchanter la langue et le palais. Le palais ou le château, où chante Esther, la reine. Les gâteaux de temps, le temps chanté dans le poème de Ceylan qui s'appelle Corona, avec son goût de pâtisserie juive. La bouche pleine de phonèmes chantants, on se dit Es ist Zeit, das ist Zeit wird. Il est temps qu'il soit temps. Pourim, dit Derrida, les sorts, pour Pourim, à Alger, on mangeait les galettes blanches. Les galettes blanches, c'est quoi, dit-elle, Sixou. Pour Pourim, dit-elle, on mangeait les Hammannsohren, les oreilles d'Aman. C'est Omi, ma grand-mère allemande, qui officiait aux oreilles mangeables. Manger les oreilles, il faut bien manger. Et les voilà, les deux, emportés, enchantés, comme on voit dans la Bible et l'Odyssée, par le mystère du mets, du gâteau, et du nom du mets, assis à la même table, et entre eux, cependant, s'étend l'espace des continents, grandissant comme il arrive si soudain souvent, lorsque d'aventure, un dernier des Juifs, c'était son nom, vient à rencontrer une Juive autrement. Et comme Ceylan les prend en phototexte, les bavards, les gourmands, les enfants de frères et sœurs, voilà qu'ils sont, langue et bouche, ils se souviennent longuement de ce qu'ils pensent du bout de leurs lèvres et de leurs dents. La déconstruction, c'est plus d'une langue. Là-haut, sur la montagne, dit, nous raconte Ceylan, où Klein et grosse, je traduis, petit et grand, philosophe, le monde, comme Napoléon et Hegel à Iéna, deux jeunes hommes, en deux langues, créent le monde à venir. Le bâton se tait, la plume écoute, la pierre se tait, le silence n'est pas un silence, c'est le souffle de la vision. Grosse dit, tu es venu de loin jusqu'ici. Chacun est venu, dit Klein, et vient depuis son long jusqu'ici même. Tu viens, oui, je viens. Tu sais, oui, je sais. La déconstruction, c'est ce qui arrive, petit ou grand, ce qui arrive ou qui arrive comme l'impossible. Il faut qu'elle arrive comme l'impossible. Il faut qu'elle arrive comme l'impossible. Tu manges les oreilles de la mort. Je vais te dire un secret. Je suis J. Comment on dit ça en espagnol, catalan? Non. J, la lettre. Jota. Je. Et la lettre elle-même? On prononce comme G. J. Je suis J. Ne le dis à personne. Comment ça s'écrit ton nom? Ton nom, l'autre, ton autre nom.
pour le même autre. Chez nous, dit l'un, Derrida, ça s'appelle galette blanche. Chez nous, ça s'appelle oreille d'Aman. Ça a le même goût et pas les mêmes syllabes. Chez nous n'est pas chez nous est en marche. Chez nous est là-haut, dans la cuisine du cœur. Ma mère, dit Derrida, s'appelait Esther. Ma mère au secret, reine mangeuse de graines au secret. Je suis J, ne le dis à personne, dit-il. La déconstruction de la vie, c'est la vie qui arrive comme impossible. Est-ce, ne le dis à personne, Esther? Est-ce se taire ou est-ce la terre? La force, la farce est cachée sous le nom. Tu saupoudres l'oreille d'un voile de sucre, tu la parsèmes de graines de pavot et tu la manges. Ton gâteau ashkénaze, mon gâteau séfarade, tout est autrement. Tout est autrement. Tout est autrement. De quoi s'entretient-on au secret du familier, au familier, au cours du monde étranger? De quoi se parle-t-on au XXe siècle, au XXIe siècle, des 20 ans prochains, si lointains? Cependant qu'au pied de la table grondent les abîmes du monde et que dans les avenues des grands pays s'ouvrent et se referment des magasins et des tombes. Tous les jours, comme Klein et Gross, on se parle famille naturellement. Les enfants, voilà le problème. Voilà l'œuvre qui file loin devant. Voilà le maître vivant qui mesure la petite taille des maîtres. Gross, Jacques Derrida, le grand, se rapporte au fils. Klein, fille de Klein. Sixou se rapporte à la mère. Donc, naturellement, on se parle juif. Juif petit, juif grand, juif blanc, juif noir, quart de juif, juif et demi. Qu'est-ce que juif? Juif inclusif, juif juive, incluse, excluse, juif donc tout autrement, on s'éclipse, on se vit, on fuit juif, on pratique le forteda, on soustrait et multiplie 7 fois juif avec foi ou sans foi. Grosse, dit à Klein, ta mère, si familière, si étrangère, si allemande, tu es sûre qu'elle est juive? Et chacun regarde sa mère avec curiosité. Par la suite, nous regardons les chattes. Or, cette conversation, elle a toujours lieu. Comme le soleil se lève ou se couche, comme on respire, c'est l'ordinaire. C'est l'or vivant, la monnaie qui s'échange dès que tel ou tel, chat, chatte, sur une route étroite, entre montagne et abîme, avec mer qui monte jusqu'au bord de la falaise, décrochent le téléphone et reprennent leur dialogue, là exactement où on l'avait laissé en instance la veille. C'est alors au téléphone, me raconte Gross, le grand en français, que le sage philosophe Lévinas était frappé sur l'épaule par l'ange de l'angoisse, à l'idée que l'interruption, la coupure, la hache ou la lame de la séparation pourrait tomber et en un clin d'œil trancher le lien. Alors on entendait la voix de prophète affolé de Lévinas s'écrier « Allô, 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 allô », comme si le petit homme redoutait le silence de Dieu. Comme tout croyant, Lévinas, il était prêt à perdre la foi. Il croyait avoir la foi à perdre. En un mot, il croyait, c'est-à-dire craignait. On riait de ne pas savoir, Derrida riait de ne pas être autrement qu'autrement. Et de là, on se parle puissance et pouvoir tous les jours. On ne quitte pas des yeux le temps qui passe devant les fenêtres, comme devant le jeune Hegel passe l'âme du monde, dit Weltze, Napoléon, suivi des années et des empires, à cheval sur un de ces 300 petits chevaux, comme Montaigne, sur le même petit cheval. Le temps est un fleuve tumultueux qui roule les peuples vers la destruction ou vers le nouveau bord. Survivrons-nous? On s'est demandé ça hier, on se demande ça aujourd'hui. Comme l'humanité est ennuyeuse, cruelle, stupide, haineuse, indigne.
comme l'humanité est surprenante de beauté, d'invention, comme elle triomphe de la mort quand on a perdu presque tout de l'espérance. Depuis le balcon de papier, depuis le bord du précipice, on voit le massacre perpétuel et l'incendie recommencer, la guerre se répéter, chaque fois sous un autre nom. Il faudrait faire une liste des malheurs dont on a été témoin pendant notre durée sur Terre. Et chaque fois, vacillant au bord du cercle de l'enfer, on se demande, vous vous demandez, je me demande, tu te demandes, que faire? Que faire? Faire un peu, faire ce qu'on peut, penser de toutes ses forces, ce qui n'est encore que magma sans nom, enregistrer, descendre dans les rues, comme ici, à Paris, aujourd'hui, 600 000 personnes dans les rues. Crier, se taire, écrire, refuser, recueillir, prélever des fragments de ruines, sauver des restes, dire des mots auxquels on doit pouvoir souffler un peu de force d'émotion, répondre poétiquement, philosophiquement, humblement, obstinément, au glapissement des démons destructeurs, disons de la création des planètes, fourmis que nous sommes, fourmis combattantes et fourmis témoins, citoyens, citoyennes de la Terre. Des cris de fourmis, et qui nous entendra? Eh bien, parfois on est entendu, même si on est fourmi. Par exemple, on n'a pas exécuté Abu Jamal. C'est le 7 août 1995. Il n'est pas exécuté. On se remet au travail. Les Américains et leur condamnation à mort, ils ont sursis à l'exécution. Il y aurait des sursis sans limite. Bon. Ils sont insensibles à la pression, disait Derrida, mais le calcul sur lequel on pouvait compter, ce sont les risques d'explosion noire, des flambées terribles. C'est un argument qui pèse plus lourd que toutes les manifestations, disait-il en 1995. Je vois que c'était les dernières pages du cahier 1995. Ce qu'il y a de bien avec un vrai cahier, c'est qu'il est entièrement écrit par l'imprévu, ouvert à l'événement. Ce cahier-ci, par exemple, il faisait voile sous une map monde établie par un libraire de Livourne en 1644. En ce temps-là, le pays natal de Derrida s'appelait Barbéria. Les armes que brandissait ce morceau d'Algérie étaient un soleil immense, multicolore, flanqué d'une fleur à fruits géante et d'un palmier. Et à la droite du soleil, un animal 10 fois remarquable. Le seul animal, il y avait un seul animal sur la Terre, le seul être vivant visible sur toute la surface du monde. L'unique au monde, le solitaire, la créature. Mâle ou femelle? Ah, mais aujourd'hui, femelle. Debout sur 4 pattes, au sud, entre Algérie et Constantina, à l'est du grand astre, calme comme une image. Mais qui est-ce? Ni un mouton, ni une chèvre, ni un chat, ni un hippopotame, ni un loup. Ce ne serait pas un bœuf, mais il n'a pas de cornes, ni même une petite vache, il n'a pas de mamelles, ni de sexe. Si c'est un cochon, alors c'est un semi-cheval, sauvage ou domestique. Ça ne veut pas rien dire. Ça ne veut pas rien dire, c'est Rimbaud qui dit ça. Il a l'air enceinte. Ah, ça ne ressemble pas du tout à... C'est un ou une nue. À force de réfléchir et de retourner le quadrupède en tout genre, il me vient à l'idée que cet animal indéfinissable n'est autre qu'un qui-quoi. Ce fabuleux animal imaginaire qui a fait rêver Deleuze et Derrida, chacun autrement. Un qui-quoi? Quoi? C'était les dernières pages de 1995. Je venais d'écrire Savoir, petit texte, sans savoir où nous mènerait cette apparente sortie de ces cités. Plus tard, on arriverait à constater qu'on ne cesse de sortir d'une caverne que pour se trouver dans une autre cécité à explorer et à déconstruire. Mais en 1995, elle croyait parvenir au jour. Je regarde le temps qui nous est accordé.
Il y a le temps. Bon. Alors, une petite, ce que nous dit le cahier. Le 4 novembre, Jacques Derrida, il eut une réminiscence. Il se souvint d'un jeune homme. Il n'avait pas un souvenir, c'était une épiphanie. Selon moi, cet événement appartenait à cette espèce d'instant que Kafka désignait sous le nom de mort apparente. Le mort apparent, lorsqu'il revient de sa disparition, il ne peut pas faire un récit de cette expérience, car elle a eu lieu hors du temps et hors de soi. Seule en demeure la buée d'une trace. Le jeune homme, Jacques Derrida, à l'instant qui précéda sa disparition, sortait du stade, le stade de football situé à Kouba, dans la banlieue d'Alger, en l'an 1948. Soudain, frappé de néant. Selon moi, Jacques Derrida ne voyait pas de rapport entre cet incident extraordinaire et celui que Maurice Blanchot appelait l'instant de ma mort en 1994 et qu'il avait frappé de néant en 1944. Chacun sa chance de néant. Le 5 novembre, néant. Il arriva que Rabin Isaac, peut-être oublié, inoubliable, a été tué. Le cahier en témoigne, page 58 du cahier. Il faudrait un chapitre pour décrire la façon dont un tel assassinat nous arrive et n'arrête pas de nous arriver. Depuis le 5 novembre 1995, l'assassinat de Rabin et la mort de Rabin nous arrivent. En tout cas, certains d'entre nous, et aussi au monde entier. Un assassinat qui explose et par la suite continue à empoisonner les peuples et les univers pendant des générations. Depuis des semaines, en 1995, il y avait des appels à la mort. Dieu seul sait ce que ça réserve. Ce sang ne va pas interrompre le processus de paix, il l'interrompt. Ce sang ne va pas interrompre l'acharnement de la mort. C'est la fête. Rabin est mort, c'est la fête, et pas seulement chez les extrémistes. Il y a des symétries, il y a d'autres assassinats. Les assassinats de Sadat en Égypte, de Boudiaf en Algérie. Et où étions-nous quand Rabin a serré la main d'Arafat? C'est alors que la paix a commencé. Elle a commencé à être poussée vers la condamnation à mort. Le 5 novembre, Derrida écrit un texte pour Deleuze. Le 5 novembre, Rabin est mort. Non, Deleuze est mort. Il s'est jeté par la fenêtre. De temps en temps, on avait des nouvelles indirectes. C'est tellement dur, c'est des coups à couper le souffle, une tragédie du souffle. Deleuze ne pouvait pas respirer. À force de ne pas respirer, c'est une énorme histoire, composée de bien des histoires d'amitié et de philosophie. Il n'y a jamais eu, entre Deleuze et Derrida, de mini-agression. Il y avait la paix. Lui, s'est toujours abstenu. Il y avait des camps, des guerres, des hostilités partout dans le monde philosophique, dans le monde de l'histoire. Un homme pour la paix, Rabin ou autre. On regarde l'enterrement jusqu'à 3h du matin, celui de Rabin. Parmi toutes les choses qu'on peut se dire, il y a ce phénomène inouï qu'en dehors de l'enterrement d'un président des États-Unis, pour aucun enterrement d'aucun président assassiné du monde, on imagine quelque chose d'aussi planétaire. Les prières, les discours, la mise en terre. Il s'appelle Isaac Rabin. C'est notre mort, la mort de notre paix. Je ne parlerai pas ici aujourd'hui de ce qu'on se dit de la France, ni des Juifs français, je préférais pleurer. Et pourquoi s'est-il jeté par la fenêtre? Deleuze. Empédocle s'est jeté vers le bas. Peut-être Empédocle. Il y a deux types d'hypothèses. L'une, c'est qu'il n'y avait pas d'autre moyen à sa disposition pour cesser de ne pas pouvoir respirer. L'autre, c'est une fantasmatique profonde de se tuer comme ça, un désir archaïque que moi j'ignore.
Je fuis même l'image ou l'identification, c'est tellement terrifiant. Freud en parle. À la dernière page du cahier, le 7 novembre 1995, rien de mal n'est arrivé. J'écris ces lignes que je viens de vous dire, en février 2021. Je les lis en janvier 2022, non en mars 2023, où Mami Abou Jamal, qui devait être tué en 95, est toujours vivant. J'ai été vérifiée parce que ce n'est pas croyable, c'est impossible. L'impossible. Il est toujours dans les death rows, les couloirs de la mort. Toujours la vie dans la mort. Ou la mort dans la vie. Il espère encore rentrer à la maison. Il me vient à l'idée qu'il aura passé toute sa vie à déconstruire les barreaux de la prison. Je lis cela le 23 mars 2083. Abou Jamal, il est né en avril 54. Il y en a beaucoup parmi vous qui sont nés en avril 54. Voilà. Il a été condamné en 1982. Et le condamné à mort, il est toujours là comme une sorte d'image de ce que nous sommes. Merci, Hélène. Des questions? Je pense qu'il va y avoir des questions. I després d'aquest text tan bonic, suposo que costa una mica de posar-se en un altre mode d'escolta i de parla per fer preguntes. Però si algú té una pregunta o algun comentari, per descomptat que és el moment de fer-les. Je dis qu'on n'est pas obligé de poser des questions. J'ai vu qu'il faut changer un peu le mode écoute d'un texte si beau en mode question. Però si no, per escalfar una mica, puc començar jo, si us sembla. Els barrots de la presó, només per tancar el text. Fem una ronda, la primera d'aquí, després si hi ha gent que està connectada online i vol intervenir, ho pot fer també preguntant el questions and answers, que permet el Zoom. Però primer fem la ronda aquí, sisplau. Sí, sisplau. Bonjour, merci Hélène Cixous pour votre texte et aussi merci pour votre œuvre. Ma question est que vous avez écrit, vous avez dit à la fin de votre texte que le 4 de novembre, Jacques Derrida eut une réminiscence et que c'est le mot qu'il désigna l'évocation d'une expérience unique, absolue et oubliée. C'était un phénomène épiphanique, vous avez écrit. Et que cette expérience appartenait à cette espèce d'instance que Kafka désignait sous le nom de mort apparente. Ça me touche beaucoup parce que vous avez dit qu'elle a eu lieu hors du temps et hors de soi. Ou bien Blanchot, dans son texte, L'instant de ma mort,
Ben, bon, on peut parler de cette réminiscence dans votre œuvre. Et je suis sûre, mais peut-être pouvez-vous nous en dire plus? C'est une belle question. Non, je ne suis jamais morte comme ça. Je suis morte souvent, mais en fait, je ne peux pas dire justement, je dis une chose fausse, je ne suis pas morte. C'est une Hélène ou Chatte, ou c'est quelqu'un, une des moi qui est morte, ça oui. Je suis souvent morte de cette manière-là. Mais je ne sais pas si... Je ne crois pas avoir ressuscité. Mais au moment où je vous dis ça, au moment où je vous dis je ne crois pas avoir fait l'expérience d'une résurrection, je me dis que ça m'est quand même arrivé. Mais autrement qu'à l'histoire de Derrida, qui est absolument identique à ce que Kafka raconte dans son texte sur la mort apparente. C'est quelque chose qui a eu lieu, la chose a eu lieu, mais lui n'était pas là. Et moi, je pense que l'unique résurrection qui me vient à l'esprit, et qui s'est passée dans les années 80, je crois, j'étais là. C'est-à-dire que j'ai le sentiment de l'avoir vécu. Bon, c'est compliqué, hein, mais pour ça, il faudrait écrire. Il faudrait faire un rapport, justement. Il faut faire un rapport sur ces événements qui sont des événements presque hors de l'expérience, qui sont uniques, qui sont sans exemple, et qui souvent sont sans présence. C'est des phénomènes extraordinaires. Maintenant, on sait que la mort apparente, c'est aussi ça existe, c'est quelque chose qui est repéré en psychiatrie, en neurologie, où certaines personnes mortes sont revenues avec une expérience. Enfin, certaines personnes qui ont été déclarées mortes. En tout cas, une certaine médecine s'intéresse à ça. Et on a des témoignages, mais c'est sans poésie et sans force. Maintenant, évidemment, je n'entre pas dans le monde chrétien en disant ça, parce que sinon, on va me parler de la résurrection. Mais ce n'est pas ça. Kafka n'en parle pas du tout, ni Derrida. C'est une ablation. Voilà, c'est une ablation du temps. On n'a pas été là. Ça peut arriver aussi en psychiatrie, si je peux dire. C'est-à-dire dans des moments d'hallucination où c'est vrai qu'on est absenté. On est absenté. Bon. Mais là, c'est un cauchemar quand on est absenté, quand on est dans un état psychotique. Je crois que l'épiphanie, c'est pour ça que j'ai utilisé ce mot, l'épiphanie de Derrida ou celle dont parle Kafka, ce n'est pas quelque chose d'effrayant, de terrifiant. C'est un mystère. J'ajoute que cette année, au Centre de culture contemporaine de Girona, on a vécu un épisode d'absence. Une jeune artiste qui a tombé sur cette condition et il a dû laisser tout le travail et se libérer de tous les liens affectifs, aussi avec sa fille. Il a perdu les liens avec tout son entourement et il a dû faire un traitement parce qu'il était absenté comme ça. Elle est revenue.
Elle est revenue. À tourner. Oui, elle a tourné. Oui, elle a retourné et elle maintenant fait vie normale. Oui. Il n'y a pas de signe de manifestation physique, rien de visible en relation avec ce type de diagnostic. C'est une chose profondément interne, invisible et transitoire, en transition. Et oui, ça existe. Oui. Algú més de sala vol fer preguntes? Si no, la Marta, tenies preparades algunes preguntes. Ah, sí, però si algú de la sala... Jo no us veig, o sigui que si algú de la sala vol aprofitar... Sí, ens veuràs aquí, a primera fila o els de la taula, però si algú... Si no, pots trencar més el gel. Arrenca tu. Arrenco i després us torno a passar la paraula. Doncs la faig en francès perquè així no l'he de traduir a l'Hélène. Val? Molt bé. Donc, je te pose une question, Hélène. Au début de ton texte que tu viens de lire, tu lances une sorte de fausse définition de la déconstruction. Je dis fausse parce que, évidemment, le but des définitions en général, c'est de fixer le sens d'un terme. Et ça, c'est contraire, disons, à ta démarche, comme on l'a vu. Tu ne fixes jamais le sens, au contraire, tu l'ouvres. Et donc, je te cite, la déconstruction, c'est la vie quotidienne, son souffle, l'ordinaire extraordinaire et vice-versa. Fin de citation. Donc, cette définition, entre guillemets, rapproche en termes philosophiques, déconstruction, de la vie quotidienne, ou la vie courante, ce qui semble donner raison aux gens qui l'utilisent en Espagne aussi, en espagnol, en catalan, pour se référer à des objets si variés qu'une recette de cuisine, ou une omelette déconstruite, par exemple, ou un homme féministe. Et cependant, tes phrases ont non seulement, ces phrases que j'ai citées, ont non seulement la capacité de ramener l'objet des constructions à son essence aporistique, mais grâce à l'emploi du mot souffle, de lui insuffler la vie, le transformant en une sorte d'animal, peut-être un chat, d'autant plus que tu avais déjà créé le mot vice-versa dans l'amour du loup. Donc, ma question, c'est est-ce que la déconstruction est un artefact purement théorico-philosophique, comme beaucoup le croient, ou bien opère-t-elle sur la vie quotidienne? Et en quoi, éventuellement, changerait-elle notre vie de tous les jours? Bon, finalement, cette question, c'est qu'est-ce que la déconstruction pour toi? Mais peut-être qu'il faut délimiter un peu cette question trop vaste. Donc, je dirais plutôt, pourquoi crois-tu qu'en France, au moins, mais je pense qu'en Espagne aussi, la déconstruction est devenue un objet, une sorte d'arme qui fait peur aux conservateurs, qui la lance contre certaines personnes comme toi ou comme Derrida, tel que l'exprimait le titre d'un colloque récent organisé par un Emmanuel Berger, qui a peur de la déconstruction et pour quelles raisons, selon toi? Oui, mais ça, c'est vrai que ça demande, là, pour te répondre, non, pour faire semblant de te répondre, il me faut 4 fois ou 5 fois le temps de la conférence. Bon. Il y a un phénomène mondial maintenant. Ce phénomène mondial, c'est qu'il y a une chose ou un être ou une manifestation astrophysique, un météore, je ne sais pas quoi, un animal qu'on n'a encore jamais vu, ce qui n'a jamais existé, mais donc voilà, qu'on appelle déconstruction et qui court l'univers, bon, qui agite le monde entier. C'est quand même un phénomène intéressant à observer. Alors, il avait commencé, ce phénomène, cette apparition d'innombrables phénomènes, comme si on était dans le monde de l'imagination du Moyen-Âge, où
tout pouvait arriver puisqu'on était dans le monde de la sorcellerie, etc. Donc voilà. Mais quand Derrida était là, il y avait déjà ces manifestations bizarres comme la veste déconstruite. Je sais que le prince Philippe, une fois, avait dit ah oui, moi, j'ai une veste déconstruite. Enfin, des choses comme ça. Ça commençait à circuler partout. Et Derrida était comme un montreur dans un cirque qui voyait se manifester toutes ces choses-là. Et ça le stupéfiait, ça l'amusait. C'était comme s'il y avait eu Frankenstein ou un golem, ou enfin, voilà. Bon. Parce qu'au départ, au commencement, ce mot qui provenait d'une dérive d'un mot dans Heidegger, c'est un mot qui s'était présenté sous la plume de Derrida, c'était dans la pharmacie de Platon, et voilà, il trouvait ça intéressant, et il n'a jamais pensé que ça avait un destin, qu'une nouvelle divinité, non une idole, voilà, une idole, un dieu qu'on n'avait encore jamais adoré, avait surgi. Bon. Parce que quand ça a surgi dans un bout de papier, entre quelques lignes, c'était un outil philosophique. Et donc, au début, on a un outil philosophique, ce mot, il est là, c'est comme vice-versa, par exemple, tu vois. Et bien d'autres, si tu prends mes textes, il y a d'innombrables néologismes. Bon. Eh bien, c'est utile dans cette page, ou dans ce livre, ou ces jours-ci, ça aide, c'est comme un moyen de transport supplémentaire. Donc, voilà. Et puis tout d'un coup, voilà que cette chose se mondialise et fait des petits, se multiplie par millions. Tout est déconstruction. Ah, mais ça, c'est déconstruit. D'ailleurs, je suis en train de te parler, je suis en pleine déconstruction, tu le vois là. Bon, alors, et, bon, il y a quelque chose je dirais, d'intéressant, de mythologique et de comique dans le destin, voilà, le destin impossible et incroyable de ce mot outil. Alors, je me souviens que quand, il y a 40 ans, j'ai dû dire à Derrida, mais alors toi, qu'est-ce que tu dirais si on te demandait qu'est-ce que c'est que la déconstruction? Et il m'avait évidemment donné, la déconstruction, c'est, la déconstruction, c'est, la déconstruction, c'est, la déconstruction, c'est, etc. Bon, ben, oui, et puis on peut en rajouter, quoi. Il m'a donné à peu près 5 définitions, qui étaient donc des définitions éphémères, transitoires, pour rire, quoi. Alors, par exemple, la première, c'était la déconstruction, c'est l'Amérique. Qu'est-ce que ça veut dire, la déconstruction, c'est l'Amérique? Alors ça, je le mets sur le marché, et ça peut faire des petits dans les supermarchés mondiaux. C'est l'Amérique. Et pourquoi c'est l'Amérique? Ça, je peux vous faire 4 conférences sur ça, sur la phrase « la déconstruction, c'est l'Amérique ». Alors après, il y en avait une autre, c'était justement la déconstruction, c'est l'impossible. Avec ça, je peux faire 15 tours du monde avec la déconstruction, c'est l'impossible. Bon. À condition, justement, que ça ne soit pas l'ultime. C'est-à-dire qu'après, ou avec, ou en même temps, ou avant la déconstruction, c'est l'impossible, il y a encore une autre, et c'est à l'infini. Bon. Ou bien la déconstruction, c'est plus d'une langue. Ça, alors après, ça se fixe. Il y a des gens qui trouvent ça intéressant, qui ne comprennent pas le jeu, qui ne comprennent pas justement, qui ne voient pas la puissance de déplacement de ce terme qui ne construit que pour déplacer, qui dé tout le temps, voilà, c'est une dé, voilà, qui déracine, voilà, et qui ne nie pas, qui relance à l'infini. Et pour ça, pour en jouir vraiment, et pour lui donner sa liberté, il faut la langue, il faut la poésie, il faut pouvoir changer justement de sujet, etc. Sans être dans le délire. Dans le délire, non, c'est dans le lire, le relire. Bon. Alors, ces derniers temps, c'est devenu moi je dirais une sorte de maladie. Je ne sais pas combien de temps elle va durer, hein, de la commercialisation, de la mondialisation sous sa forme commerciale, de mots fétiches. Est-ce qu'il y en a d'autres? Il y en a toujours eu. Mais ils ont quand même tendance à disparaître. Je me dis par exemple que certains qui étaient ancrés
dans des réalités vraiment pas comme la déconstruction qui a à faire avec, ou qui a une qualité, même à travers de ce que je viens de dire, comme ça d'énoncer, on le sait, c'est l'indécidable. C'est pas ça, 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 c'est pas ça. Mais c'est ça, 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 pas ça, pas ça, pas ça, ça, pas ça, pas ça, pas ça. Voilà. Il faut la langue, il faut le parler, il faut le jouer, il faut le chanter. Est-ce qu'on a des exemples semblables? En ce moment, on est arrivé à ChatGPT. Je suis en train de m'initier à ChatGPT. Bon, maintenant, il y a, je dirais, quand même une grande partie de la planète ne sait pas encore ce que c'est que ChatGPT, mais il y a une grande partie de la planète qui le sait déjà, sauf que ça ne va pas durer. À la place, il va y avoir autre chose, etc., qui va bousculer les habitudes de pensée complètement. La déconstruction, enfin, ce simple comprimé d'intelligence a secoué les habitudes de pensée. Et quand tu poses la question de pourquoi ça produit des effets de rejet, il y en a énormément, parce que comme tous ces phénomènes, qui sont des phénomènes de progrès d'imagination, d'aventure, ça déstabilise. Or, les hommes, l'espèce humaine déteste être déstabilisée. Ils veulent rester, ils veulent ne pas bouger, ils veulent ne pas changer. L'humanité est comme ça. Donc, elle est contre tout ce qui change, tout ce qui altère, tout ce qui apporte, tout ce qui est nouveau. Non. Voilà. Or, la déconstruction, elle rend tout nouveau. Voilà, elle change l'éclairage, etc. Mais c'est un outil. C'est pas une guerre. Les gens le vivent comme une guerre parce qu'ils ne veulent surtout pas bouger. Et donc, toutes les valeurs qui sont des valeurs d'immobilisation, le nationalisme et bien d'autres choses, je n'ai pas besoin de les citer, sont hérissées de rage contre ce qu'ils considèrent comme une agression et qui est en fait la poésie même. En particulier, les universitaires idiots et les universitaires subtils, poétiques, inspirés, voilà, chercheurs, rêveurs, et ceux qui ne veulent surtout pas rêver. Hein, ah non. Et puis, bon, il y en a plein. Et le problème pour travailler sur ces choses-là, c'est que justement, il s'agit de poésie, donc de langue. Donc, il faut savoir qu'on est accompagné et on vit avec et on est déterminé et inspiré, et voilà, tout le temps par la merveille qui nous est accordée à tous. Nous avons tous le droit à la poésie, mais encore faut-il qu'on l'exerce. Quand je dis poésie, c'est faire chanter, c'est savoir utiliser toutes les ressources infinies de la langue. C'est pour ça que quand je dis, je garde soigneusement le mot hakeka, parce qu'au moins, ma grand-mère paternelle, elle m'a laissé ça comme un mot brillant de la langue espagnole. Mais plus on parle de langue étrangère, mieux c'est. Il y a une question sur les sites, sur Zoom. Vale, no, posa la qüestió. Només que ha mencionat el ChatGPT, sembla que fem Podeliana fer glaçant, que és molt interessant perquè quan jo vaig llegir el text que presentaria aquí, amb aquesta bestialització del llenguatge a través de les qüestions fonètiques i poètiques que hi ha al darrere, pensava que això m'ha donat com una certa reconfort i esperança en relació amb les intel·ligències artificials, és a dir, cap intel·ligència artificial podria traduir ni treballar sobre aquest text i va ser com meravellós. Bueno, i és curiós que ho hagi mencionat. Sí. Vaig a traduir-ho. Ingrid est en train de dire qu'aucune intelligence artificielle aurait pu traduire ton texte et que ça la rassure. Ah ben voilà, exactement. Ça, il faut le savoir. ChatGPT sait tout, fait tout, ce qu'on peut savoir et ce qu'on peut faire. Mais ce qu'il y a après, on ne connaît pas encore, l'impossible est non.
Et c'est dans la poésie que ça se passe. Jamais on ne pourra remplacer par une machine l'écriture créatrice. Parce que tout ce qui est non créateur, tout ce qui n'est pas porté justement par l'invention incessante, le mouvement, l'inattendu, l'éphémère aussi. Elle peut le faire, ChatGPT peut le faire, peut tout faire, tout. Remplacer les gouvernements, enfin absolument tout. Voilà. Mais l'art, rien ne le remplacera jamais. Sauf que le problème, c'est que l'art, c'est minoritaire. C'est tout petit, ça l'a toujours été d'ailleurs, toujours. C'est pas une puissance guerrière, c'est une promesse. Il y a une question sur le site, sur vous, par Carmen Frigola. Alors, je vous le lis. Ma question C'est en français. Mais, Joana, quasi no et sentim. Ah non? No. Vols que la llegeixi jo? Ara sí. El problema és que farà això. Ja la llegeixo jo perquè està en francès. Ah, exacte, doncs llegeix-li tu, sí. Gràcies. Donc, c'est une question de Carmen Frigola. Et elle dit, la déconstruction est quelqu'un qui est vivant, qui marche. Nous sommes maintenant comme ceci, mais quelque temps après, on va changer. On va déconstruire l'antérieur pour construire à nouveau. Et je voudrais demander si j'ai bien compris. Est-ce que c'est la déconstruction s'agit de quelque chose de temporel? J'interprète la question comme ça. Je ne peux pas dire que la déconstruction marche parce que peut-être qu'elle est justement en train de courir ou de nager ou d'inventer un autre moyen de locomotion ou de muter ou d'être morte 5 minutes pour réapparaître. Non. Et d'ailleurs, je parlais de cet animal qui n'existe pas, mais que certains artistes ont pu inventer. Ni ci, ni ça, et ça pourrait être ça, mais c'est pas tout à fait ça. Voilà, c'est un pas tout à fait, c'est un presque. C'est du jamais encore. C'est justement c'est l'énergie, si on peut dire, où je devrais même pas utiliser le mot être, parce que c'est multiple, c'est pluriel, toujours. C'est toujours ça et ça aussi, ça qui n'est pas ça, mais qui est ça aussi, autrement, etc. C'est un mouvement, et un mouvement, c'est pour ça que c'est tout simple, c'est vraiment la vie même, quoi. C'est le souffle, bon, voilà. D'un milliardième de seconde à l'autre, c'est la genèse, c'est une genèse permanente. Mais alors, si on est tout le temps en état de genèse, tout ce qui est en train de ne plus être, ou d'être autrement. Voilà, c'est de l'autrement permanent. C'est ce qui fait que on ne peut pas le réduire, par exemple, à une formule. Si on propose à une formule unique, si on propose une formule, c'est à condition qu'elle ne dure que le temps justement qu'on lui ait donné souffle pour être remplacée par une autre, métonymiquement ou simultanément. Mais je veux dire que quand je prendrais même des exemples ordinaires, puisque justement la déconstruction a été partout. En haute couture, prenons la haute couture. Le haut couturier, qui est une sorte d'artiste, au moment où il est en train de tailler une robe comme on n'en a jamais vu, parce que quand même c'est ça la grande haute couture, elle est en train de lui échapper, elle est en train de se faire. Et lui, il a une idée, il a fait un dessin même, et puis là il y a autre chose, et puis c'est comme ça que ça agit. Ça se déconstruit. C'est pas lui, il n'est pas le maître. Ça se fait. Il y a des forces qui se font. Et bien sûr que c'est fatigant si on veut maîtriser, mais c'est merveilleux. Il n'y a pas de hiérarchie triomphante, non. Et c'est pour ça que d'ailleurs, je dois dire que tout ce qui est politique,
et qui se constitue autour d'une image de pouvoir, de potesse, de despote, de chef de gouvernement, de président de la République, comme chez nous. Tout ça qui a l'illusion de contrôler, d'arrêter, de prendre des arrêts, comme on dit, est dans l'illusion. Et ne dure pas. Et c'est pour ça comme ça, ce qu'éprouvent les gens quand ils parlent de déconstruction, c'est une appréhension, c'est une angoisse, parce que ce qui devrait être inanimé est animé. Ce qui devrait être fixe bouge. Et ce qui devrait être un est multiple. C'est pour ça que ça touche aussi à la question des genres. Parce qu'il y en a plus d'un, mais c'est pas qu'il y en a deux, il y en a... Bon. Après, il y a des moments où l'agitation, la mobilité, l'invention permanente fait une pause. Pourquoi? Parce que en même temps, on tient compte de la vie sociale, donc du fait qu'on est déclaré avec une carte d'identité. Il y a de l'identité, ça ne veut pas dire qu'il n'y en a pas du tout, il y en a. Il y en a, mais elle va être débordée, elle va changer. On va voter. Hein, Isha, voilà. Voilà, maintenant, c'est moi là, ça c'est moi. C'est la déconstruction. Voilà, c'est la déconstruction. Alors, je vais vous dire, le chat qui vient de passer, et qui est une chatte, s'appelle Isha. L'autre chat, qui n'est pas passé, s'appelle Chaya. Chaya, en hébreu, c'est la vie. Et c'est en fait, on le traduit dans nos langues sous la forme de Ève. Ève, qui est le nom de ma mère, c'est Chaya, c'est la vie. Mais avant que la vie s'appelle Ève, elle s'appelait comment? Voilà une question de poète. Comment s'appelait la vie et comment s'appelait la femme avant d'avoir un nom? Elle existait, elle a existé, elle a été. Eh bien, elle avait un nom. Ce nom qui était un nom de passage, de transition, c'était Isha. Et Isha vient de passer. Si tens una última pregunta, en faríem una última, ja, si almenys que hi hagi... Sembla que no. Si em vols fer una... Sí, n'hi ha una al xat, Joan, que la vaig a llegir. Val? Donc, une dernière question. C'est de Uriol Lopez. Ah oui. Et c'est un Français. Il y a toujours une question que j'ai quand je vous écoute. Comment élaborez-vous la tension entre les mots et l'écriture qui courent et s'échappent et ce que votre écriture fait souvent? Faire des mots des châteaux qui gardent l'autre avec des mots qui gardent l'âme de l'autre, les animaux, M-O-T-S. Et quelle est la question alors? Comment élaborez-vous la tension entre les mots et l'écriture qui court et s'échappe? C'est la tension. Oui, tension. Ouais. Il y a une tension entre les mots s'échappent et le fait que tu les écris. C'est une bonne question, mais il n'y a pas de bonne réponse. Enfin, c'est une question justement d'expérience. Je peux seulement répondre pour moi et répondre en termes d'état, dans quel état on est, Voilà, on est dans un état autre. Et écrire, pour moi, ça se compare. Alors, ça pourrait se comparer à de la transe. En tout cas, il y a de la transe, justement. Voilà. Comme c'est quelque chose qui est connu dans toutes les cultures archaïques où on rentre en transe. Voilà, on est en transe. Mais il y a un partenaire. Ce partenaire, c'est la langue. Or, ce qui est difficile peut-être à accepter, mais pas à éprouver, c'est que la langue, elle va avant. Moi, je ne fais que suivre. Il y a des instances qui me soufflent, voilà, c'est comme tous les poètes d'ailleurs le savent, et les peintres aussi. Alors, on peut prendre la peinture ensuite comme exemple. Mais ça écrit devant moi. Moi, je suis là, c'est en train d'écrire, et c'est physique.
C'est-à-dire qu'il faut que j'écrive le plus vite possible parce que sinon, la phrase qui est en train de porter une lumière et que je ne connais pas, elle va me dispenser et je vais la perdre. Et elle part très vite, elle passe. J'ai juste le temps de la saisir comme si elle était un cheval. Et ça, c'est ce qui fait que ce n'est pas du tout facile d'écrire. C'est à la fois très facile d'imaginer, enfin d'accepter un phénomène extraordinaire qui est le surgissement de la beauté dans l'écriture, mais ça suppose parlons de tension, une tension extrême. Voilà. Quand une phrase passe, c'est pas moi qui l'ai écrite, elle est là, hop. Et ben, parfois, quand je me promène dans les endroits où l'écriture arrive, parce qu'il faut beaucoup de nature, beaucoup de force tellurgique. Je me promène. Bon, ça, c'est un chat qui dit que ça suffit. Bon. Il va falloir qu'on ramasse. Je me promène toujours avec un tout petit carnet, un petit crayon, parce que si je ne note pas immédiatement, ben c'est parti. C'est parti. C'était là, mais c'est parti. C'est comme un éclair. Et c'est ce qui fait qu'au fond, on ne peut pas vraiment rendre compte des phénomènes de création. Mais c'est plus simple de l'imaginer avec un peintre, parce que le peintre, on le voit faire. Moi, je vois mes amis peintres, certains de mes amis que je vois dans leur atelier, c'est fulgurant. C'est fulgurant. Même parfois, je suis jalouse, parce que d'abord, c'est très physique, c'est un combat, c'est une sorte comme ça de... Et avec... Alors, il y a une surface, et cette surface, elle existe, elle est et elle n'est pas. Et le peintre, il va à l'attaque, comme ça. Et pour ça, il a besoin d'outils, des outils. Par exemple, un de mes amis, Alechinsky, qui a 96 ans, il y va. Il est tout petit, il a une toile qui est grande comme un mur, et il fonce, mais il a 70 pinceaux de toutes les formes, forces, etc. Et avant de partir, il est comme une armée. Il est armé de toute espèce de pinceaux. Et il a besoin justement de pouvoir utiliser tout ça pour saisir la touche nécessaire que lui souffle la toile. Alors, vous pouvez ne pas me croire, mais moi, je le vois faire. Voilà. Et je me dis, on écrit comme ça. Alors, bien sûr que ce n'est pas si simple. C'est-à-dire qu'il y a à l'œuvre une machine gigantesque que je ne vois pas, qui est logée dans un petit coin du cerveau. C'est comme les puces. C'est une puce comme ça, mais dedans, il y a une masse colossale. C'est pour ça que je comprends très bien comment est fabriqué ChatGPT. C'est des milliards et des milliards de traces qui sont en train de travailler pour produire. Bon. Mais on peut pas se vanter de... Il faut admettre justement que nous sommes des êtres... Les machines nous ressemblent. Nous, on ne ressemble pas aux machines. Elles nous ressemblent, elles sont faites comme nous. Je comprends très bien, moi, les gens qui essayent d'aller encore plus loin, parce que c'est tellement... C'est tellement... C'est bouleversant de se dire que la création, ça existe, mais ce n'est pas ce qu'on imagine. Comme maintenant, je vois dans les journaux que je parcours, je voyais que maintenant, on commence à savoir que la vie, elle vient vraiment elle est astrophysique. Elle est arrivée sur Terre comme ça. Maintenant, je n'ai rien à dire à cet égard, parce qu'il faudrait que j'ai des milliards de neurones que je n'ai pas, et des milliards de traces, et des milliards de milliards. Enfin, il y en a d'autres qui les ont. Alors moi, je suis experte en mots. Voilà. Mais je ne suis pas du tout experte dans d'autres sciences ou arts. Hein. Ils sont en train de ramasser. Il y a un spectacle incroyable. Tu sais, tu veux pas le faire. Sí, bueno, és que mentre estàvem enraonant, els gats han tirat
un pot a terra de menjar i l'estan recollint, menjant-se'l. Tu sais És pourquoi? molt bonic. Tu sais pourquoi? C'est parce que c'est l'heure. Sí, és la seva hora de dinar. O sigui, em sembla que hauríem d'acabar aquí. Sí, ho anava a dir. Penso que sí, ara tanquem, tanquem ja. Han passat 2 hores. Merci beaucoup, professeur Sissou. C'était formidable, je pense, beaucoup de choses à penser, je pense, de manière différente. Alors, on se retrouve demain a 11h. Moltes gràcies a tots per ser-hi i ens tornem a trobar demà en un format diferent, però amb el mateix plantejament. Qui vulgui seguir-ho traduït ho podrà seguir d'aquesta manera, si algú vol portar, per tant, els cables, que porti els cables, i també presencialment, que afegeix un plus sempre a la conferència. Si hi ha encara, diríem, efectes secundaris del que s'ha dit avui demà, en la taula rodona estic segur que també hi haurà ocasió per treure-ho. Heu de meditar-ho, heu de digerir-ho perquè demà acabi de sortir, doncs sereu benvinguts. D'acord? Doncs fins demà. Merci beaucoup. On se revient. Merci.